Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler? T'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Viséo. Aujourd'hui, je vous présente mon épisode avec Laurence Brogo-Dupont, qui est fondatrice de l'entreprise Lomara. Pour ceux qui connaissent pas, Lomara, c'est une marque de sous-vêtements de coton biologique qui a été fondée en 2018 lors d'un voyage au Pérou. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de Laurence, plongez au cœur de ses voyages, de ses réflexions et de ses apprentissages. Apprenez-en plus sur la mode éthique et l'impact de porter des sous-vêtements naturels. Et finalement, découvrez l'envers du décor de Lomara et ce qu'elle nous réserve pour le futur. Bonne écoute! Donc, bonjour Laurence, comment tu vas aujourd'hui? Salut Tania, ça va super bien. Merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir. J'avais super hâte justement de tourner notre épisode. Je sens que ça va être super intéressant puis j'ai hâte d'en apprendre plus sur ton histoire. Donc, juste pour mettre les gens en contexte, en ce moment, tu es au Pérou, je suis au Portugal. On est vraiment et on se retrouve de voyage. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça va être bon parce que le voyage, ça apporte tellement d'énergie. Donc, j'espère qu'on va pouvoir transmettre notre énergie à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, nous, on s'était rencontrés, ça fait environ 1 an, si je ne me trompe pas, à travers un mastermind. Puis, je connais brièvement ton histoire. On s'est rencontrés une fois, puis je suis aussi ta compagnie, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Comment tu te présentes à ceux que tu rencontres au Pérou ou ailleurs? Oui, absolument. Écoute, je m'appelle Laurence. J'ai fondé la marque qui s'appelle Lomara, qui est une marque, en fait, depuis le début, on s'est concentré à faire uniquement du sous-vêtement de coton biologique péruvien, avec du coton que je te raconterai. C'est quoi ce coton? Mais 2 variétés de coton spécifiques. Et là, plus dernièrement, j'ai commencé à amener aussi des vêtements dans Lomara. Fait que tranquillement, ça se diversifie, mais toujours avec la même idée d'être dans quelque chose de biologique et éthique. OK, ben super, c'est vraiment un beau projet, puis on pourra en parler au cours de l'épisode. J'aimerais ça remonter là, à il y a plusieurs années. C'était quoi tes ambitions quand tu étais jeune? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire ou tu as vraiment essayé plein de trucs pour en venir où tu es aujourd'hui? Ouais, mais je pense qu'il y a un truc à saisir par rapport à comment je fonctionne, c'est que j'aime vraiment beaucoup explorer, puis j'ai beaucoup de difficultés à choisir une seule chose. Puis pour moi, même si j'adore étudier, j'ai vraiment beaucoup aimé aller à l'école. Je me voyais faire mon bac, maîtrise, aller hop, qui sait, un doctorat, je sais pas. Moi, j'étais vraiment partie pour la gloire avec les études. Quand j'ai commencé, je voyais ça comme ça, tu sais. J'ai étudié en arts et lettres, puis tout ça. Puis c'était vraiment un casse-tête pour moi choisir qu'est-ce que j'allais faire. Parce qu'il y a trop de choses qui m'intéressaient, puis je voulais étudier l'humain, de la psycho. Après ça, je voulais tout le côté biologie, médecine, machin, ça m'intéressait full. Mais en même temps, j'aimais ça travailler avec mes mains, puis être proche de la matière première. Fait que je savais vraiment pas où m'en aller. Mais quelque chose qui a toujours été vraiment présent en moi depuis que j'étais enfant, d'une part, c'est j'ai grandi à côté de l'entreprise familiale, fait que j'ai toujours vu mon père avec toute sa famille aller là-dedans. J'ai eu, pour moi en tout cas, la chance d'être entourée d'entrepreneurs. Puis ça m'a toujours beaucoup parlé, cette énergie d'entreprendre. Vraiment beaucoup, en fait. Fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que depuis tout petite, j'étais tellement attirée par tout ce qui avait rapport au tissu, à la mode, aux robes. C'est comme il y avait vraiment quelque chose là-dedans qui m'attirait. J'ai passé mon enfance à dessiner des robes, je pense, à fabriquer des robes avec toutes sortes d'affaires que je trouvais, des feuilles de papier, des tissus. Je sais, j'allais avec ma grand-maman, on allait dans des magasins de tissus, puis j'étais complètement éblouie, là, tu sais, ça me faisait vraiment triper. Pourtant, j'ai jamais considéré d'aller étudier en mode. Ça me parlait pas en tout. Je pense que j'avais
je sais pas si j'avais peur de la structure qui allait comme m'être imposée là-dedans. Puis pour moi, je voyais tellement ça comme quelque chose d'intuitif, de créatif. Puis j'avais peur de... C'est ça. J'avais peur de me faire un peu comme couper mon élan là-dedans, tu sais. C'est un peu ce que j'ai vécu par rapport à la musique parce que j'ai aussi... je suis musicienne, je joue du piano depuis l'âge de 6 ans. Puis à un moment, j'ai décidé d'aller étudier en piano au cégep. Puis c'est ça, autant j'aimais faire du piano, autant quand j'ai commencé à étudier vraiment là-dedans, puis à faire comme 4 heures dans mon cubicule de piano, à pratiquer toute seule. Puis là, je me suis rendu compte c'était quoi la vie d'un musicien, puis j'étais comme, ah ouais, non, je pense que ça, c'est pas pour moi. Fait que c'est ça, ça m'a pris le temps à trouver. Bon, ce que je cherchais plus que d'autres choses, je pense que c'était j'aime pas le mot métier, là, je trouve ça drôle, mais on va dire une occupation, une passion que j'allais choisir plus en fonction du mode de vie qu'en fonction de vraiment c'est quoi que j'allais faire au day-to-day parce qu'il y a trop de choses que j'aime faire. OK. Oui, ben je comprends, je suis comme toi, je pense. Fait que... c'est un peu ça qui m'a guidée. OK. Fait que tu as étudié en piano. Après ça, est-ce que tu as fait d'autres études ou est-ce que tu as occupé des emplois? Oui, ben c'est ça. Comme j'ai commencé préuniversitaire en arts et lettres. En fait, c'est pas vrai, j'ai commencé en sciences de la nature. J'ai pas fait longtemps. OK. Super bonne époque de ma vie, honnêtement. Puis voilà, j'avais pas la tête à des études comme celle-là. J'ai changé, j'étais allée en arts et lettres. Ça m'a vraiment changé, sorti de ma zone de confort puisque j'étais très axée sciences. Arts et lettres, ça m'a fait du bien, ça m'a ouvert. Là, j'étais encore en région, j'ai grandi en région. Après ça, je suis partie à Montréal étudier en musique. Puis après ça, j'ai quitté l'école à l'âge de 19 ans. J'ai dit ciao, bye, je suis partie en voyage en Europe. Nice! Je suis partie 2 mois. Revenue, j'ai entamé vraiment un grand processus intérieur par rapport à des blessures qui avaient été, on va dire, ravivées à la fin de mon adolescence, qui avaient besoin d'être gérées pour faire une histoire courte. Puis ça m'a vraiment fait entrer... ça m'a vraiment fait entrer dans le monde du développement personnel, du développement spirituel. Ben c'est ça, je pense de façon générale, de l'écoute intérieure, d'essayer de me rapprocher de moi, de qui je suis, de mon essence. Puis ça m'a beaucoup ramené dans ma créativité, ça m'a ramené dans la connexion avec les autres. Puis dans les rêves que j'avais depuis que j'étais enfant, puis un de ces rêves-là, c'était de parler espagnol, puis de me rapprocher de cette partie-là de moi qui, ma mère, est uruguayenne. Elle est arrivée à l'âge de 3 ans au Québec, quand même, était jeune, mais j'ai grandi évidemment avec ma mère, avec mes grands-parents qui m'ont toujours parlé en espagnol, avec l'accent d'Uruguay. Fait que ça, c'est vraiment... Mais pourtant, ça m'a vraiment pris du temps à commencer à parler. Je pense que c'était beaucoup la gêne de me tromper. Tu sais, quand on commence avec une nouvelle langue, au début, c'est impressionnant. Fait que, mais j'ai vraiment reconnecté avec ces rêves-là de me rapprocher de cette partie-là de moi, de cette partie-là de mon identité. Fait que voilà, ça a été vraiment une époque de découverte. Puis après ça, honnêtement, j'ai pas eu des emplois significatifs, mais ça a tout été des choses qui ont été mises sur mon chemin, je pense, pour les bonnes raisons. Tu sais, j'ai travaillé dans un café, ça m'a fait rencontrer certaines personnes clés. Après ça, je suis allée travailler, j'ai fait des bijoux pour une entreprise. Là aussi, ça m'a vraiment ouvert parce que c'était une start-up, ça commençait puis ça grossissait vite, fait que ça m'a fait voir plein de choses. Après ça, je suis allée travailler en ébénisterie. J'ai fait 1 an en ébénisterie, j'ai travaillé la matière. Fait que, toutes ces années-là, c'était important pour moi de choisir des emplois. Mais c'est drôle, parce que je les vois pas tant comme ça, comme des emplois, plus comme des expériences de vie où je choisissais pas juste ce que je faisais, mais aussi l'environnement dans lequel je baignais, les gens avec qui je travaillais, puis c'était tout ça qui me nourrissait. Puis je savais que ça, c'était pas la finalité. Je savais que je voulais avoir ma propre entreprise, mais honnêtement, je savais pas du tout en quoi. OK. Ben, c'est super intéressant. Ça nous aide à comprendre un peu ton background. À travers toutes ces expériences-là, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui t'ont vraiment, vraiment aidé à démarrer l'Omara? Est-ce que comme tu en as en tête qui se distinguent? Qui se distinguent. Honnêtement, en ce moment, j'aurais de la misère à répondre quelque chose de précis à cette question-là parce que mais c'est correct s'il n'y en a pas. C'est juste que des fois, il y a des gens qui c'est comme OK, telle expérience, ça l'a comme vraiment, vraiment aidé à propulser leur entreprise, mais dans d'autres cas, c'est juste... Non, pour moi, c'est vraiment comme un chemin qui s'est fait pendant des années puis qui m'a amené comme une suite logique à ce que je fais aujourd'hui. Tu sais. Pas une plus qu'une autre. Je pense que ce qui a été vraiment, en fait, pour moi, le point tournant, c'est quand j'ai
pris mon courage à deux mains puis que j'ai quitté l'école. Ben, c'est tout un move, là, pour vrai. Mais c'est bon que tu t'es écouté dans tout ça, je pense, là. Puis justement, ça fait partie de ton histoire. Puis ça t'a permis de vivre tout ce que tu as vécu après. Donc, comment exactement est née l'idée de l'Omara? Puis c'était quoi les premières étapes que tu as faites? Ouais, écoute, tout ça a commencé vraiment conceptuellement. À cette époque-là, j'étais avec mon conjoint qui est péruvien. Et bon, lui, il avait étudié en joaillerie et tout. Puis on était super créatifs les deux. Puis on avait envie de lancer une ligne ensemble de bijoux. Fait qu'on cherchait un nom. Puis on était tombé sur l'Oma. Puis on voulait comme mettre nos noms ensemble et tout. Et après, ben, on est venu au Pérou. Je suis venue rencontrer sa famille puis ses amis. Puis j'ai passé un temps ici. Puis là, mais je suis tombée sur le coton biologique péruvien. Et là, mon cerveau a juste explosé. J'étais comme, wow, OK, comment ça se fait? Ben, en fait, je savais pas que le Pérou était producteur de coton, encore moins de coton bio. Puis moi, j'étais aussi dans une transition par rapport à mes vêtements parce que, bon, c'est ça, j'avais comme adapté plein d'aspects de ma routine pour être encore plus connectée au bien-être de mon corps, puis au naturel, puis tout ça. OK. Puis les vêtements, c'était une chose que j'avais de la misère à transitionner parce que je trouvais tout le temps que les vêtements naturels n'étaient pas à mon goût ou que, je sais pas, je trouve, c'était simplement, c'est ça, c'était pas à mon goût. Puis pour moi, c'était vraiment important le côté esthétique des vêtements, fait que j'arrivais pas à faire de transition. Puis de toute façon, honnêtement, des sous-vêtements en coton biologique, j'avais vraiment de la misère à en trouver à ce moment-là. On recule en 2017, 2018. C'était pas très à la mode. OK. Fait que quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ben là, attends, tu sais, bon, déjà, je m'en suis acheté pour moi. Là, j'ai dit, il faut faire quelque chose avec ça. Et je me souviens d'avoir dit à la dame qui m'a accueillie dans la boutique, genre, mais là, comment ça se fait que vous exportez pas ça? Non, ça marcherait. Tu sais, c'était une place toute petite, un petit magasin de rien du tout, un truc super artisanal. Ils parlent pas un mot d'anglais, pas un mot de français. T'es comme, ben non, mais là, je veux dire, si tu veux, tu peux le faire, là, mais nous, on n'a pas ce qu'il faut pour faire ça. Puis là, c'est comme une petite clochette que sonne, ça fait ding ding. Ah, OK, c'est bon, je m'en occupe. C'est comme si j'avais l'impression que, c'est ça, qu'il y avait quelque chose qui venait de me tomber dessus, là, comme si la vie, elle venait juste de m'enligner un chemin. Puis que je pouvais le prendre ou pas le prendre, mais que ça faisait rejoindre tellement de mes passions que ça s'est fait tout seul. En fait, je me suis même pas posé la question. J'ai dit, à mon ex, je disais, peux-tu prendre le nom qu'on avait pensé pour des bijoux puis le prendre pour des vêtements? ouais, pas de problème. Fait que j'ai pris ça. Au début, ça s'appelait Loma. Puis là, l'année passée, on dirait que ça fait bien plus longtemps que ça, mais l'année passée, là, j'ai fait le branding puis maintenant, c'est Lomara. OK. Donc, une fois que tu as eu cette illumination-là, ça. En fait, c'est quoi qui ont été tes premières actions? Est-ce que c'était là, tu as trouvé ton nom, tu as trouvé le produit? C'est quoi la suite? Eh là, je te dirais la première chose, parce que je me suis dit, je vais faire un test, je vais regarder s'il y a un intérêt. J'ai fait un groupe Messenger avec mes amis. Puis j'ai dit, hey, ça vous intéresse-tu si je ramène des culottes? Puis là, il était comme, des culottes bio. Ah, ben oui, cool. OK, ben regarde. Puis là, j'ai parlé avec la boutique que j'avais rencontrée. Ils pouvaient m'en faire. Il y avait leur modèle à eux. Moi, j'avais pas encore mes modèles à moi. Puis là, OK, c'est quoi ton prix? OK, parfait. Ben là, moi, ça va me coûter tant les amener, ta. Bon, à ce moment-là, j'ai ramené dans mes bagages. Fait que la gestion du prix n'était pas vraiment un enjeu. Je mets ça dans mes bagages. Je pars au Québec. J'arrive. J'ouvre mes bagages. J'ai pas la moitié du stock que j'avais commandé. Je pense que je me suis fait voler à l'aéroport. Oh, wow! Ouais. Okay. Fait que là, j'étais comme, ah, OK, bon, mais là, j'ai pas ce qu'il faut pour redonner aux filles qui avaient commandé. Fait qu'il va falloir que je passe une commande à partir du Québec. Puis là, ça a été genre la preuve, la preuve ultime de si j'allais vraiment vouloir faire ça parce qu'il fallait que je teste l'import. Et je n'y connaissais rien. Fait que, non, c'est ça a été tout un processus déjà de communiquer avec eux en étant là-bas. De leur dire c'était quoi que je voulais. Là, ils m'ont dit, ah, mais as-tu une marque? Si tu veux, on peut mettre ta marque dans les culottes. Là, je dis, ah, ben oui, parfait. Fait que là, on a comme patenté un logo, un premier logo qui était comme, c'est ça, on a fait ça, on a mis ça dans les culottes. Puis là, j'ai essayé d'emmener les culottes une première fois avec la compagnie de poste d'ici du Pérou, genre l'équivalent Poste Canada. Oh mon Dieu, l'horreur. Okay. Là, ça s'est ramassé en France, c'est retourné au Pérou. Ça faisait genre 2 mois que j'attendais ça. Puis là, j'étais comme, OK, je peux pas vraiment faire une entreprise comme ça marche pas.
Fait que là, je me suis dit, OK, ça coûte un peu plus cher en transport privé, mais on va essayer. Si ça marche, je vais considérer l'affaire. En 3 jours, c'est arrivé chez nous. Je dis, ah, OK, c'est bon, parfait. Fait que, c'est ça, ça a commencé comme ça. Ça a été mon premier défi de comprendre l'aspect import-export, communication avec les fournisseurs, travailler à distance, eux ici, moi là-bas. Ça a été les premières choses à mettre en place. Je me souviens quand je suis revenue du Pérou la première fois en avril, puis là, tout l'été, j'ai comme un peu à tâtons comme ça, essayé de voir comment ça allait marcher l'importation. Puis en septembre, là, j'étais comme, OK, c'est bon, j'ai un produit, j'arrive à le faire. Ben, j'ai un produit ish, là, j'avais pas encore mon produit à moi, mais j'arrive à faire venir du stock, puis j'ai un fournisseur. Fait que je me souviens, genre, 1er septembre, c'était le jour de la rentrée, la cloche a sonné dans la rue, genre, l'école était à côté, puis moi, j'étais à mon bureau, puis là, j'étais comme, OK, comment démarrer une entreprise? C'est bon, ça. Fait que finalement, comment tu as réussi à apprendre toutes les skills qu'il te fallait pour développer cette entreprise-là, autant au niveau import, export, marketing, tout ce qu'il y a à apprendre? Ouais, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, mais Dieu sait qu'il y en a des choses. Hey, pour vrai, ça a été une suite de synchronicité, d'intuition, puis de connaissances que j'avais acquises dans mes expériences passées dans les années d'avant. Puis évidemment, je pense mon background d'avoir vécu, d'avoir grandi dans une famille d'entrepreneurs qui n'avait pas froid aux yeux, pas peur de travailler. Je pense que c'est important parce que faut pas compter ses heures, évidemment. Tout le monde dit ça, puis ça a l'air banal, mais quand on commence, puis on sait pas dans quoi on s'embarque, on fait plein d'essais-erreurs, puis ça prend du temps, faire des essais-erreurs. Il faut comme pas trop s'attacher à ça, puis juste rester concentré sur pourquoi on le fait, pourquoi on a envie de faire ça. Puis je pense que c'est important d'avoir notre why vraiment ancré, genre, pourquoi je veux faire ce projet. Puis pour moi, c'est clair que c'est ça, j'étais tellement passionnée par le bien-être, puis la santé, le naturel, que d'offrir un produit comme ça qui n'existait même pas encore ici, ben, c'était juste comme une évidence que je voulais faire ça. Fait que comment j'ai commencé, c'est ça, tu sais, il y avait, en fait, je pense que la première action que j'ai prise qui était indispensable à ce moment-là, pour moi, c'était juste une intuition. C'est comme, OK, ben, je suis allée au Pérou, ça fait 4 mois, mais là, je vais y retourner. Mais là, je vais y retourner pour créer une première collection. Fait que, un peu naïve, je suis partie au Pérou en sachant rien de rien du design de sous-vêtements. Puis en partant 2 semaines, en pensant que j'allais réussir à développer une collection en 2 semaines. Oh wow, 2 semaines, je t'avoue que c'est short. C'est short pas mal. Mais je sais pas pourquoi. Ah oui, mais c'est ça, c'est que j'avais commencé un emploi à la Société des alcools. Question de financer un peu ma vie pendant que je démarrais mon entreprise. Et je pouvais pas prendre plus que 2 semaines. Fait que j'étais comme, OK, ben ça prend 2 semaines. Fait que je suis arrivée ici. Puis là, ça a été un feu roulant pendant 2 semaines. Genre d'apprendre, déjà, tu sais, oui, je parlais espagnol, mais je maîtrisais pas la langue comme je le maîtrise aujourd'hui surtout au niveau des affaires. Là. Fait que ça a été un défi, rencontrer le fournisseur, montrer mes dessins, commencer à faire un produit, pas trop savoir comment on arrive à faire le quality control sur un produit parce que ça prend des specs. J'avais pas de spec. Fait que, tu sais, il y a plein de choses que je savais pas. Mais quand même, je suis partie j'avais un produit. J'avais 4 produits. J'avais 2 bralettes, 2 culottes. J'ai dit, OK, parfait. Fait que je suis venue ici 2 semaines. J'ai créé ça. Puis là, je suis revenue. Puis c'est comme, OK, cool, j'ai un produit. Mais là, j'ai pas de cash pour faire une production. Fait qu'encore une fois, je suivais juste mon intuition. Puis j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'au moins 5 000 $. Fait que, je vais faire une campagne. Ça m'intimidait faire une campagne de financement. Puis au début, je me disais, ah non, mais là, ça veut dire qu'il va falloir que je sois en espèce de... Je sais pas, je voyais ça comme si j'allais devoir demander de l'argent à des gens, tu sais. Puis je voulais pas être dans ce mood-là. Je disais que les gens, ils croient au produit. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore vraiment de brand. C'était tellement nouveau, tu sais, personne ne connaissait ça. Puis, juste pour te parler brièvement des variétés de coton avec lesquelles je travaille, c'est 2 variétés de coton. Le coton qui est plus connu, qui est d'origine péruvienne, mais qu'on retrouve maintenant un peu partout dans le monde. C'est vraiment un coton avec des fibres super longues, un coton blanc. Ils appellent ça la soie des Andes. C'est incroyablement doux. Et ici, il cultive de façon biologique. Fait que ça, c'est un des 2 cotons qu'on utilise. Puis l'autre coton, ça s'appelle le coton natif. C'est un coton qui existe depuis des millénaires, là. Même à l'époque pré-inca, il le cultivait déjà. C'est un coton qui pousse naturellement coloré. Fait qu'au lieu d'imaginer un champ genre de coton blanc, ben c'est comme des arbustes de coton avec des boules de coton marron, vert, beige. Fait que ça me permet de faire des sous-vêtements, oui, bio puis éthiques, mais aussi sans teinture.
Puis juste pour la petite parenthèse, les teintures, c'est tellement dommageable sur notre santé. J'essaie d'en parler le plus possible sur les réseaux sociaux et tout. J'essaie d'éduquer beaucoup par rapport à ça. Fait que bref, ça, c'est les 2 variétés de coton que moi, j'ai décidé de travailler avec. Fait que c'est ça, quand j'ai développé le produit puis j'ai lancé le sociofinancement, il y avait beaucoup à faire pour que les gens comprennent c'était quoi, tu sais. Puis je trouvais ça le fun de voir que des gens qui me connaissaient aucunement, qui parlaient réseaux sociaux, tombaient sur ma campagne puis qui achetaient un produit qui existait, mais je veux dire, qui existait, un échantillon. J'avais encore jamais produit de ça. C'était vraiment nouveau. Fait que bref, à la fin de la campagne, j'ai atteint mon objectif. J'ai envoyé ma première commande. Et en fait, une première commande, je l'ai reçue, c'était en 2019. Entre-temps, j'ai fait un premier site web. Puis j'ai commencé à vendre mes choses. Genre en décembre 2019, j'ai mis ça en ligne. Puis entre-temps, une autre étape vraiment, en tout cas, je pense que peut-être la plus importante dans mon entreprise, c'est que j'ai fait la rencontre d'une femme qui est devenue ma mentor au niveau design, qui m'a formée pour que j'arrive à faire ce travail-là de design, parce que, bon, il y a des fois, on peut le faire intuitivement, c'est correct, mais pour atteindre un degré de qualité, c'est ça. Ça prend des connaissances. Puis dans le sous-vêtement, c'est quelque chose qui est tellement proche du corps qu'il a besoin d'être extrêmement précis. Ça prenait une méthode de travail. Fait qu'elle m'a enseigné sa méthode de travail. Elle a travaillé dans les plus grandes entreprises au Canada au niveau de la lingerie. Fait que elle m'a enseigné sa méthode de travail. Elle a changé de domaine après. Fait qu'elle avait juste comme... Elle avait tout à offrir. Puis moi, j'étais comme une éponge. J'absorbais tout ce qu'elle me disait. Fait qu'en l'espace de 2 mois, elle m'a formée. Puis elle m'a donné les bons outils. Puis en janvier 2020, juste avant la pandémie, je suis venue ici passer 1 mois. Puis là, on a développé les produits que je vends actuellement, la collection de base de sous-vêtements. Fait que ça, on a pris quand même du temps à la développer. Là. On a commencé ici. Ça s'est échelonné sur toute l'année 2020. On a commencé la production. Puis en décembre 2020, j'ai sorti le nouveau branding, j'ai sorti le nouveau site web, j'ai sorti la nouvelle collection. Puis là, c'est là où ça a vraiment pris forme. Là. Fait que décembre 2020. OK. Super. Ta mentor, tu l'as rencontrée comment, par curiosité? Ah mon Dieu, oui, ça c'est une bonne question parce qu'il y a des gens des fois qui cherchent. Puis je te dirais honnêtement, ça m'est tombé dessus. Mon ex, il l'avait rencontré dans un cours de joaillerie, puis il m'avait dit « Ah, j'ai une amie, je pense qu'elle a déjà travaillé dans le sous-vêtement, peut-être qu'elle pourrait t'aider. » Puis comme de fait, on se fait un souper, puis on se rencontre, puis on s'entendait super bien déjà. C'était comme le match de nos personnalités. Puis là, après, c'était juste comme « Ben là, je vais t'aider. » tu sais. Oh, c'est tellement bien. Ouais, c'est fou, c'est fou. Puis tu sais, j'ai vraiment foi que quand on suit notre intuition, il y a des choses comme ça qui arrivent. On peut pas évidemment les prévoir, puis on peut pas garantir que ça va arriver, mais c'est quelque chose que moi j'expérimente dans mon quotidien depuis que j'ai choisi de quitter l'école puis de suivre un chemin un petit peu plus intuitif. C'est des choses qui sont arrivées plein de fois. C'est fou. Oh, j'adore. Parfait. Donc, après que tu aies eu ton investissement de 5 000 pour commander ta première quantité de production, est-ce qu'après, tu as eu d'autres enjeux de financement ou tu as réussi à te financer en vendant tes premières quantités pour ensuite en produire plus? Parce que c'est un gros challenge là, en e-commerce. Ouais, c'est ça le challenge. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ben, c'est ça, tu sais, j'ai lancé le premier site web que j'ai fait en genre automne 2000. Je m'excuse, je suis un petit peu mêlée dans les dates, là, mais genre, non, en 2019, début 2019. Puis là, mais avec le début de la pandémie, j'ai commencé à vendre. Genre, pour moi, ça a vraiment été le début. Les gens, ils sont tombés là-dessus. Je sais pas trop comment. Les gens, peut-être qu'ils avaient plus de temps ou ils ont commencé à faire des recherches. Je sais pas. Mais j'ai commencé à vendre du jour au lendemain. Une grosse trend d'achat local aussi au début de la pandémie. Fait que ça a dû aider. Ça a sûrement aidé. Je te dis, c'était comme un coup de baguette magique. Je voyais les ventes rentrer, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est dommage drôle. Mais c'est pas drôle, mais genre, je trippais. Mais je trouvais ça incroyable. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai réussi à plus que récupérer, évidemment, l'argent que j'avais investi. Puis ça m'a permis de financer, en fait, tout ce qui venait en cours de route au niveau des investissements, le rebranding, le nouveau site web que je voulais faire, la création de la nouvelle collection. Fait que tout ça, j'ai réussi à me le refinancer moi-même. Mon deuxième voyage en partie aussi.
le troisième, en fait, là, quand je suis venue développer la collection complète. Fait que tout ça, oui, c'est des choses que j'ai réussi à refinancer, puis j'étais vraiment fière puis contente de ça. Puis le plus longtemps que je pouvais me refinancer, évidemment, c'est ce que je voulais faire. C'est de repousser le plus longtemps le moment où il y a quelque chose à rembourser. Mais au moment de faire une production, ben là, c'est sûr que là, on parle de plusieurs milliers de dollars. La première fois, c'était un test. Il y avait, dans le sens que, tu sais, je voulais pas commander trop, je savais pas comment ça allait aller. Je maîtrisais pas encore mes prix, mes costs, tout ça. Tu sais, fait que je voulais pas prendre un trop gros risque. Là, la deuxième fois, je me sentais vraiment plus en mesure de prendre un risque au niveau des quantités que j'allais acheter. Puis j'avais vraiment confiance en mon produit et au développement qu'on avait fait. Fait que là, je visais vraiment plus d'unités. Puis ben, c'est sûr que là, ça prenait un investissement plus. Fait que mettons au moins 5 fois les premiers investissements que j'avais fait, c'est sûr que ça me prenait ça. Fait que non, à ce moment-là, c'est sûr que là, il a fallu que j'aille chercher à l'extérieur. Là. Et fait que voilà, c'est comme ça que j'ai pu démarrer cette partie-là, là, de vraiment commencer à avoir un inventaire, avoir du stock. Mais ça s'est écoulé vraiment rapidement, malgré tout. Fait que voilà. Fait que là, ben, on a reçu du stock, ça fait pas longtemps, en septembre. Évidemment, ben, la pandémie, elle a un petit peu compliqué les choses cette année pour la production. Là, fait que ça a été une année où les gens étaient genre, OK, mais là, ça arrive quand? Puis t'es comme, on fait vraiment de notre mieux, mais il y avait des délais incroyables. Wow, c'est bon, mais c'est bien parce que, tu sais, souvent, les gens qui commencent en e-commerce, ils commandent des grosses quantités de produits, puis ça se vend pas. Toi, c'est un peu le contraire. Ouais. Ça se vendait, puis tu n'avais pas les produits. Fait que je pense qu'au final, c'est quand même un bon problème. Oui, c'est ça. J'avais quand même un beau problème entre les mains. Parfait. Puis, une fois que, en fait, ben, je pense que tu as répondu un peu à ma question, mais c'est quoi quels ont été tes plus gros challenges jusqu'à date dans le développement de ta compagnie? Je pense que le premier gros, là, parce que tout le début, je te dis, c'était tellement fluide, tout s'enchaînait tellement bien. Le premier gros challenge, ça justement a été au début de cette année, là, quand on essayait de produire, puis on n'arrivait pas à produire. Puis là, j'avais pas de stock, puis je me disais, mais là, on fait quoi, là, tu sais? Il faut que je vende, là. Fait que ça a été vraiment challengeant. Mais j'ai juste essayé de revirer un peu la situation de bord, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai décidé de me lancer plus dans la partie coaching, formation. Tu sais, jusqu'à maintenant, j'avais vraiment tout fait par moi-même avec les ressources que j'avais, avec les gens qui m'entouraient. Mais là, je sentais que j'avais besoin d'aller un pas en avant encore au niveau de mon mindset surtout. Je sentais qu'il y avait des choses qui me bloquaient, des croyances qui me bloquaient. J'avais besoin de travailler avec des gens qui étaient proches de mon âge et qui étaient rendus à un autre niveau de leur développement d'entreprise. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés dans le mastermind avec Amélie Riendo. J'étais avec Amélie une bonne partie de cette année parce qu'on vient juste de terminer ensemble. Puis ça a vraiment été un game changer pour moi là, parce que ça et plusieurs autres genres de coaching que j'ai fait, voilà, ça a vraiment été un gros game changer. Ça, et je te dirais affiner toute la partie structure parce que là, je me retrouve avec du temps. Je n'étais pas si occupée que ça au niveau de packaging, de vente parce que j'avais pas tout mon stock. Mais oui, je continuais évidemment. Et maximum de choses. Ouais, ça, j'ai dédié une bonne partie de mon année à ça aussi. Développer l'entreprise, essayer de la faire connaître, faire des contacts avec d'autres entreprises. C'était personnellement, une année vraiment challengeante parce que voilà, je me suis séparée aussi. Il y a eu la pandémie, en tout cas, il y a eu plein d'affaires. On a tous eu 2 années vraiment challengeantes. Voilà. Ouais. OK. Puis c'est quoi, tu dis que en fait, depuis la pandémie, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup travaillé sur ton mindset. Qu'est-ce que tu dirais qui a été ton plus grand apprentissage dans les derniers mois? Je te dirais que, aussi drôle que ça puisse paraître, je me suis rendu compte que, tu sais, autant de par mon parcours en spiritualité, j'ai réussi à me réapproprier beaucoup de choses par rapport à un enjeu avec la confiance en moi que je pouvais avoir plus jeune, au niveau plus personnel. Puis là, c'est comme si j'ai fait le même apprentissage au niveau professionnel. C'est comme si
j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, de penser, mais j'ai pas étudié en mode, mais j'ai pas étudié en admin, ah non, mais j'ai pas étudié en OK. ci, en ça, tu sais, puis au Mhm. final, ce que je me rendais compte, c'est que c'était juste une idée préconçue que je me faisais parce que j'arrivais à faire fonctionner parfaitement mon entreprise avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Puis évidemment qu'on doit toujours développer nos connaissances, puis je pense que ça fait partie Mhm. de quand on est entrepreneur, tu sais, de toujours parfaire nos connaissances, de s'améliorer, d'être curieux. Puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis aussi heureuse d'avoir ce métier-là, si je peux dire. Mais voilà, ça a été un gros apprentissage pour moi de juste réaliser que la grande majorité des ressources que j'avais besoin, je les avais déjà. Puis encore une fois, ça a l'air super kitsch OK. puis banal de faire genre, mais tout Mais est en non, vraiment toi. pas. Mais genre, vraiment, j'étais comme. Puis je me souviens dans mes coachings, j'étais comme, aïe, aïe, mais attends, ça, je le sais. Hey, mais c'est vrai, ça. Puis c'est juste de comme me réapproprier euh, mes connaissances, de me réapproprier voilà, tu sais, de se réapproprier son pouvoir d'une certaine façon aussi, d'arrêter de projeter toujours qu'à l'extérieur, les gens savent plus que nous. Oui, ben c'est vrai. Est-ce qu'il y a des outils en particulier qui t'ont aidé, que ce soit, rapidement comme ça, je pense peut-être à l'écriture ou à des podcasts ou des livres qui t'ont aidé à travers ce cheminement-là? Totalement. Je te dirais, oui, un livre qui m'a bien marqué cette année, c'est 5 a.m. Club de Robin Sharma. Je sais pas si tu l'as lu. Je Au-delà du connais, fait de ouais, se lever c'est à 5 super heures bon. du matin, je l'ai fait pendant un temps, puis j'ai vraiment apprécié. Puis après ça, ma vie un petit peu... il y a eu trop de changements, j'arrivais pas à maintenir le cap. Puis honnêtement, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue accumulée. Puis là, un moment donné, je suis allée voir ma naturopathe, puis t'es comme là, je sais pas c'est quoi que tu fais, mais repose-toi puis dors. Puis je OK, disais qu'on va garder 5 ouais. heures du matin un petit peu plus tard dans ma vie quand que je vais avoir stabilisé différentes choses. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ça. Puis oui, c'est ça. Il y a tellement des perles dans ce livre-là. Puis j'ai l'impression que les outils que j'utilise en ce moment, que c'était des outils que je connaissais déjà, mais que ça me fait les voir encore d'une façon encore plus spécifique, peut-être plus adapté à un mode de vie d'entrepreneur. Tu sais, dans le développement spirituel, on va l'aborder d'une certaine façon. Je l'ai abordé comme ça pendant plusieurs années. Puis c'est sûr qu'au niveau entrepreneuriat, mais il y a comme un petit switch quand même qui se fait. Je dis, ça prend quand même, je sais pas comment dire, là, faut quand même se mettre la tête dans les chiffres, faut se mettre la tête dans des trucs très concrets, techniques. Puis des fois, quand on est juste sur un cheminement plus intérieur, de guérison, on n'est pas aussi dans un mindset de trucs techniques, tu sais. Fait que c'est comme si là, ça m'amenait Ouais. ces outils-là, puis ça les adaptait pour mon mode de vie d'entrepreneur. Euh, Mm. Laisser partir des stress que je pouvais avoir, relâcher la pression, arrêter de m'en mettre trop sur mes épaules. Fait que j'ai beaucoup utilisé, oui, l'écriture. Je pense que comme entrepreneur, en tout cas, c'est mon opinion, là, mais si on... J'ai pas envie de le dire d'une façon négative, fait que je vais le tourner d'une façon positive. Comme entrepreneur, c'est vraiment pertinent de faire un cheminement personnel, individuel, intérieur, guérison, en même temps que de Mhm. cheminer dans notre entreprise. Parce que si on essaie de juste cheminer sur notre entreprise, ça reste quelque chose qui est extérieur à nous, puis on projette tout ce qu'on est sur ce qui est extérieur à nous, dans nos relations, Ouais. notre entreprise, peu importe ce que c'est. Fait que de pouvoir faire un cheminement de guérison, un cheminement intérieur en même temps, ça accélère le développement d'entreprise, mais de façon exponentielle parce que toutes les croyances qui sont à l'intérieur, ils sont Mhm. processées, sont digérées. On prend conscience de nos patterns, des choses qu'on répète sans même s'en rendre compte. Puis c'est des choses qu'on répétera pas dans notre entreprise parce qu'on en prend conscience en nous en premier. T'sais. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment une clé importante dans l'entrepreneuriat. Puis Ouais. c'est vraiment de comme avoir les deux qui suivent en boucle, de toujours garder un œil à l'intérieur sur ce qui se passe en nous, puis un œil à l'extérieur sur ce qui Mhm. se passe dans notre entreprise. Vraiment. Ben, j'adore ce que tu dis, puis je pense que c'est vrai. Puis ce temps-ci, je rencontre tellement d'entrepreneurs qui font ce travail-là sur eux, puis je vois l'impact que ça a. Fait que je pense que c'est un super bon conseil pour les gens qui veulent commencer là-dedans, de aussi prendre en considération l'intérieur et non seulement l'extérieur. Donc,
Parfait. Si tu avais à recommencer demain, l'Omara, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais de différent? Aïe, 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 cette question. Tu sais quoi? Je vais répondre non, je ferais rien de différent. Évidemment, il Parfait. y a plein de choses que j'ai appris, il y a plein de choses que je pourrais faire bien plus efficaces, mais Ouais. j'ai un amour, dans la vie, j'ai un amour du processus. OK. Oui, c'est le fun d'arriver quelque part, mais pour moi, qu'est-ce qui était le fun d'arriver là, c'est comment je me suis rendue là. C'est qui les gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait arriver là. C'est quoi les défis que j'ai rencontrés, qu'est-ce que j'ai appris sur moi pour en arriver là. Puis pour moi, ça, c'est la vie, tu sais, c'est comme si, Ouais. c'est ça. Je recommencerai pas ma vie, malgré toutes les difficultés, malgré, je changerais rien. Honnêtement, je changerais rien parce que je sens que j'ai, au fur et à mesure de mon avancement, été fidèle à qui je suis, été fidèle à mes passions, été fidèle aux difficultés qui étaient là. J'ai vécu pleinement chacune des étapes, puis je suis pleinement en paix avec chacune des étapes. Wow. Ben, c'est beau à entendre. Parfait. Puis, comment tu vois l'entreprise évoluer dans les prochaines années? C'est quoi ta vision? Et je te dirais que, tu sais, de par le type de coton que j'utilise, euh, de par, il y a quelque chose d'important, c'est que ça va au-delà du type de coton, c'est le fait de vouloir travailler à 100% avec des fibres naturelles. Euh, Juste pour te donner un exemple concret, une culotte pourrait être 97% coton biologique avec 3% de spandex. Mais à cause du 3% de spandex, le coton il est beau être biologique. On peut pas le composter. On peut pas, si on met la culotte pour se biodégrader, il y a 3% de plastique dans la culotte. Fait que, pour moi, dès le début, ça a été tellement important que ce soit 100% coton pour que quand la durée de vie de cette pièce-là est terminée, bon, évidemment, l'élastique, il biodégrade pas, là, fait que tu coupes l'élastique. Le reste de ta culotte, tu fais un trou en arrière de chez vous. Tu plantes ta culotte, c'est fini. Ça, pour moi, c'était fondamental. Puis ça, c'est un switch important. Puis c'est une des choses primordiales que je veux faire. Il y en a plein des marques qui font des vêtements éthiques, des vêtements bio. Bon, il y a éthique, c'est un truc qui pour moi reste un peu subjectif là, parce que chacun a ses barèmes au niveau éthique. C'est sûr qu'il y a des certifications, puis on peut se fier quand même assez bien là-dessus. Mais c'est ça, chaque marque a son emphase. Il y en a qui vont travailler avec des teintures botaniques, il y en a qui veulent travailler avec différents types de matériaux, il y en a que c'est juste que ça va être éthique au niveau de la production, mais la matière, elle n'est pas plus qu'il faut. Fait que toutes les marques ont leur spécificité, mais pour moi, c'est important d'arriver à mettre le plus possible tout ça ensemble, puis de créer quelque chose qui soit le plus proche possible de la nature. Bio, éthique, pour que ce produit-là puisse retourner à la terre. Fait que comment je vois ça dans la vision, c'est que pour moi, l'Omara est vraiment comme un chef de file au niveau d'une mode éthique biologique, au niveau de l'éducation aussi. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur la page Instagram de l'Omara. Entre autres, j'ai fait une petite vidéo sur les fibres faites par l'homme, dont le bambou. Il y a beaucoup de gens qui capotent avec le bambou. C'est donc bien le fun, le bambou. Le bambou n'est pas vraiment écologique tant que ça. Puis, il y a beaucoup de greenwashing au niveau du marketing qui se fait pour les vêtements éthiques et biologiques. Fait que, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de choses à aborder là-dedans. Puis, ce que je trouve important à faire en parallèle que de vendre des produits, c'est d'éduquer les gens sur pourquoi acheter un produit plus qu'un autre, ou plutôt quoi chercher dans un produit. Puis c'est pas que j'essaie de vendre ma salade, moi je crois à mon produit, puis ceux qui y croient, tant mieux, mais que les gens comprennent le concept pour que quand ils cherchent une marque, parce que moi en ce moment je vends des sous-vêtements, là j'ai commencé à vendre des vêtements, je vends des sandales, mais évidemment je vends pas toutes, là. Fait qu'évidemment que les gens, ben ils vont voir ailleurs s'acheter un t-shirt bien basic, on va en avoir aussi. Mais pour le moment, ce que je trouve le fun, c'est de pouvoir donner aux gens l'opportunité de retrouver leur autonomie dans la recherche de marques qui correspondent à leurs valeurs. Fait que ça fait vraiment partie de la vision. Fait que pour moi, l'Omara, c'est ça. C'est dans les prochaines années, continuer cette éducation-là, commencer à donner des conférences sur ces thématiques-là, offrir des ateliers. Puis voilà, de continuer d'offrir du contenu, pour moi, c'est super important. Ouais, ben c'est des super beaux projets. En ce moment, je crois que tu es seule tu sais, t'es dans le fond la personne qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comptes développer une équipe? Comment tu comptes gérer ça à ce niveau-là? Oui, c'est clair que ça va me prendre une
L'équipe, je te dirais que jusqu'à maintenant, l'énergie a été beaucoup plus axée sur l'équipe ici pour la production, pour toute la chaîne de production au Ouais. Québec, parce que pour le moment, j'arrive. Mais j'ai quelqu'un qui est avec moi. Sophie André, elle commence à travailler avec moi. Ça fait déjà presque, mon Dieu, 5-6 mois, je pense. Fait qu'elle fait quelques heures avec OK. moi. En ce moment, c'est elle qui s'occupe de l'envoi des colis. Et c'est elle qui fait le service à la clientèle. Fait que quand que vous nous écrivez, c'est elle qui vous répond par courriel. Instagram, c'est moi qui gère. Fait que c'est ça. C'est au Québec, tranquillement, je prends mon temps. Tant que je suis capable de le faire par moi-même, je continue. Je te dirais que, ouais, vraiment, pour moi, la première étape, c'est vraiment de stabiliser la chaîne de production. Ici au Pérou, d'avoir pleinement confiance en la chaîne de production, de connaître OK. chacun des maillons de la chaîne, chacune des personnes, puis c'est ce que je suis en train de faire. On est en train de vraiment stabiliser de façon impressionnante la chaîne de production. Fait que Hmm. c'est ça, de connaître chaque personne qui en fait partie, ça pour moi c'est le plus important. C'est ce que je suis en train de faire. Puis quand que ça va être bien stabilisé, bien évidemment, il va y avoir un approvisionnement qui va être stable, qui va me permettre de faire grandir encore plus l'entreprise, puis de là, engager des gens au Québec, c'est sûr. Mhm. OK, parfait. Si quelqu'un aspire à démarrer son commerce en ligne dans le domaine, peut-être pas du sous-vêtement, là, mais tu sais, des vêtements ou ce serait quoi le plus gros conseil que tu lui donnerais pour démarrer? Choisir un produit qui l'intéresse vraiment. Hmm, Je c'est bon pense ça. que Super simple. non, mais pour vrai, tu sais, je pense qu'on est à l'ère où évidemment on peut faire de l'argent en vendant en ligne. C'est cool, c'est incroyable. Mais Ouais. ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des défis. Fait qu'on est aussi bien de Mhm. vendre quelque chose en lequel on croit parce que sinon, en tout cas, je sais pas, j'ai jamais vendu quelque chose en lequel je crois pas, là. Mais ça doit être Ouais. plate. Ça doit être vraiment plate de pousser puis de faire tous ces efforts-là pour un produit auquel on croit pas. Ouais, ben c'est sûr. J'imagine que ça crée un gros désalignement justement intérieur, puis ben, après ça, ça transparaît sur l'extérieur. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait cette erreur-là. En tout cas, des gens que je connais qui voulaient faire de l'argent, ils ont lancé n'importe quel produit, mais tu sais, ça c'est pas full viable à long terme. Non, Tu c'est sais. ça. Puis je veux Fait dire, que- je pense que pour moi, en tout cas, ce qui fait qu'une entreprise va trouver une pérennité, c'est quand il y a une vision. Puis pour avoir une vision, il ouais. faut avoir une passion en arrière, à faire quelque chose qui nous Mhm. drive dans la création de notre entreprise. La vision, c'est quelque chose qui est créatif. Si notre produit ou s'il n'y a rien dans notre entreprise qui nous amène dans notre côté créatif, moi, en partant, je dirais à la personne, oublie ça. Comment tu vas faire pour créer une vision? Comment tu vas faire pour créer une ambiance dans ton brand? Comment tu vas faire pour transmettre une émotion au travers ton produit? C'est Ouais, impossible. Puis les gens, ils vont vraiment. y croire juste s'il y a une émotion qui est véhiculée dans l'entreprise. Mhm. Parfait. Donc, ça fait le tour de mes questions. Euh, Nice. terminerai avec où est-ce que les gens peuvent te retrouver, puis en savoir plus sur tout ce qui s'en vient. Puis peut-être aussi sur tout l'aspect comme, tu sais, justement, que tu promouvois écologique et tout ça. Ben là, en fait, ce que vous allez voir apparaître dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas lancer l'épisode, mais d'ici début décembre, on va lancer le nouveau site web. Il me semble que j'ai dit le mot nouveau site web genre 75 fois dans le podcast J'ai parce pas qu'il me semble qu'à remarqué. chaque Je année, pense on a que eu un c'est pas nouveau. super. Mais là, on est vraiment, là, j'ai travaillé avec une équipe. Je m'excuse pour le bruit. J'ai vraiment travaillé Pas de avec une problème. équipe formidable dans les derniers mois pour créer un site web vraiment adapté. Fait OK. que ça va sortir. Il va y avoir du beau contenu là-dessus. Puis je pense que les produits vont être encore plus mis en valeur. Fait que lumara.com, Laumara. Évidemment, sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Facebook. Puis dans un podcast près de chez vous. Là, j'ai le tien cette semaine, puis j'en ai la semaine prochaine. Puis un qu'on a enregistré au début de l'année qui va OK. sortir. Fait que je sais pas, là, je Wow. vais sûrement popper un peu partout dans les réseaux sociaux dans les prochains mois, je pense. Tant mieux, à mon grand bonheur. C'est ce que j'aime le plus faire, Ben oui. partager tout ça. Oui, ben c'était super intéressant. Merci pour ton partage, ton authenticité. L'épisode devrait sortir dans les prochaines semaines pour ton info. Puis, je suis sûre que
ça va aider plein de gens qui Ouais, ont des merci. aspirations similaires. Merci Donc, pour tes questions, pour ton travail avec le podcast. Je trouve que c'est vraiment un sujet pertinent de pouvoir retracer le parcours de quelqu'un puis voir comment on fait pour nous-mêmes en arriver là. Puis moi, j'en ai écouté des podcasts puis des vidéos aussi pour savoir comment les gens faisaient pour en arriver là. Puis je trouve ça le fun d'être rendu là à partager mon histoire. C'est vrai, moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de repartir le mien parce que je me suis dit, ça me motive tellement. Tu sais, j'en écoutais là, des podcasts qui approfondissaient l'histoire de différents entrepreneurs. Puis, tu sais, je prends comme des petites parties de chaque épisode, puis ça m'aide vraiment. Fait que peut-être tant mieux si on peut le faire aujourd'hui avec d'autres gens. Oui, exact. Mais oui, puis toi, en tant qu'hôte, ça doit être le fun parce que tu écoutes l'histoire de plein de gens, tu peux vraiment t'inspirer de ça, tu baignes dedans. C'est génial. Fait que merci pour C'est l'invitation. sûr. Merci à toi. Bon restant de voyage. Ben, voyage, travail au Pérou. Voyage, travail. Puis, on reste en contact. Absolument. Merci, Tania. De rien. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur et qu'il t'a motivé à prendre action dès maintenant. N'oublie surtout pas que chaque personne qui t'inspire a commencé quelque part et que c'est en étant constant qu'on atteint de grandes choses. Si tu veux m'aider à rejoindre le plus de gens possible qui ont envie de Viséo, juste à t'abonner à ma chaîne et à laisser un review. Pour partager ton aventure entrepreneuriale avec d'autres gens hyper motivés, juste à rejoindre le groupe Facebook Viséo. Bonne journée et à bientôt!